Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet événement de lancement de la fabrique circulaire. Je m'appelle Benoît Charrière, je suis un des cofondateurs du bureau Sofies et je vais être l'animateur durant cette matinée avec les personnes ici présentes sur le plateau. Nous sommes ici à la MACO, la manufacture coopérative, qui est un exemple pratique d'économie circulaire. Je remercie chaleureusement les personnes qui nous accueillent ici. La MACO est basée au Charmilles, à Genève, et réunit un ensemble d'acteurs autour de l'économie circulaire. Vous avez une ressourcerie, une fabrique collaborative, et c'est ce type d'événement et d'endroit qui représente vraiment à Genève l'économie circulaire de manière pratique. L'objectif de ce matin est de vous présenter le programme de la fabrique circulaire. Pour ce faire, on est accompagné aujourd'hui de deux ambassadeurs. J'ai nommé Sophie Dubuis, présidente de la Fondation Genève Tourisme et Événements, ainsi que Pierre-Alain Lhôte, qui est président de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment et à la tête de Prelco, une PME qui produit des éléments préfabriqués, basée au Bois de Bay à Genève. Et on a également Charlotte Jacot, consultante chez Sofies et qui pilote ce projet de la fabrique circulaire. Avant toute chose, on souhaite que cet événement soit interactif. Donc vous avez en ligne la possibilité d'interagir avec nous à travers le chat, la fonction chat, et je vous encourage à poser vos questions, montrer vos remarques, quelques retours d'expérience que vous pouvez aussi également partager avec le reste des personnes qui sont en ligne. Et donc n'hésitez pas, on aura un temps dédié à cet effet en deuxième partie d'événement. Alors la fabrique circulaire, Charlotte, en quoi ça consiste concrètement? Pourquoi est-ce que ce projet a été mené? Eh bien, la fabrique circulaire, c'est un programme d'accompagnement qui est dédié aux PME suisses qui souhaitent tirer parti de l'économie circulaire. Et c'est un programme qui s'adresse aux PME des secteurs de la construction, de l'industrie mécanique, de l'agroalimentaire, de l'énergie et des services. On l'a conçu comme un accélérateur pour les PME qui sont motivées à créer de nouveaux modèles d'affaires, nouveaux modèles de services ou d'industrie circulaire. Le programme se déroule sur 18 mois et il doit permettre de déboucher sur la mise en œuvre de solutions et de projets d'économie circulaire qui sont vraiment construits à partir des besoins et des réalités des filières locales. Donc on espère qu'à travers la fabrique circulaire, ce sera l'occasion, avec une PME ou plusieurs, de mettre en place des modèles d'approvisionnement plus durables ou plus locaux. Pourquoi pas de les accompagner dans des démarches d'éco-conception, d'éco-design. Mais les autres exemples seraient nombreux. Lancer des démarches d'innovation autour des matériaux, ou par exemple des emballages ou encore de la logistique. Beaucoup d'optimisation possible avec réemploi, recyclage et puis quelque chose qui est fondateur chez Sofies et qui nous est cher, l'accompagnement des entreprises dans les symbioses industrielles qui est historique à Genève. Donc la fabrique circulaire s'inscrit dans une suite logique pour nous, parce qu'on a déjà accompagné plus de 400 entreprises en France et puis une dizaine sous forme de pilotes au PAV, dans un programme qui à l'époque s'appelait Usine du futur. La fabrique circulaire arrive à la suite en étant vraiment ciblée sur la question des ressources et puis en proposant une offre qui est vraiment ciblée spécifiquement pour les PME, ce qui sous forme d'accompagnement global n'existait pas en Suisse romande. On a vraiment donc voulu répondre à ce besoin des PME de se positionner avec une offre nouvelle industrielle sur l'économie circulaire et surtout de passer à l'action, de se lancer. On souhaite vraiment aller plus loin en apportant l'expertise, le conseil, en permettant à des PME de passer du principe d'économie circulaire à l'action et de l'envie au projet industriel. On a la chance, pour cette première édition de la fabrique circulaire qui ouvre ses portes à Genève, de disposer d'un cofinancement. La fabrique circulaire, aujourd'hui, elle est rendue possible par le Fonds Pionnier Migros qui cofinance et qui apporte un soutien au programme et qui permettra donc à 20 PME genevoises de bénéficier, moyennant une contribution de leur part de 5 000 francs, d'un accompagnement en construction de projet qui autrement coûterait 5 fois plus cher. On est vraiment convaincus à travers ce programme qu'on va pouvoir ouvrir de nombreuses possibilités pour générer de la richesse localement tout en préservant des ressources. Et c'est
en tout cas pour nous, l'occasion d'apporter le soutien aux PME en termes de temps, de ressources, de réseaux et de conseils pour élaborer des solutions industrielles et des projets circulaires. Très bien, merci Charlotte. Alors, moi je suis une PME genevoise. Concrètement, comment ça se passe? Par où je commence? Et à qui est-ce que ça bénéficie particulièrement? Donc le programme s'adresse effectivement donc, aux PME basées à Genève, qui appartiennent au secteur plutôt fortement consommateurs en ressources, que sont, donc, ainsi que je les ai nommés tout à l'heure, la construction, l'industrie mécanique, l'agroalimentaire, l'énergie et les services. Pour commencer, on s'est dit qu'on allait se lancer là où les possibilités d'action et d'impact sont importantes, d'où ce ciblage. Mais ce qui compte surtout pour participer, je pense, c'est la motivation à s'engager dans une transformation en tant que PME, à passer à l'opérationnel, et puis, autre point fondamental, à collaborer avec d'autres acteurs économiques de son propre secteur d'activité. Beaucoup de bonnes solutions est en fait aussi à plusieurs. Et concrètement, on propose 4 axes d'accompagnement. Le premier qui est incontournable, c'est on fait le point, on évalue les potentiels. Où est-ce que moi j'en suis avec ma PME par rapport à ma filière, par rapport à mon métier, mon cœur d'entreprise. Où est-ce que j'en suis par rapport au marché et quelles sont mes possibilités d'action. L'autre dimension, c'est de pouvoir se projeter aussi, avoir de la visibilité vis-à-vis de l'économie circulaire. Là, donc, on apporte un accompagnement pour élaborer une feuille de route, une stratégie d'économie circulaire qui soit vraiment appliquée sur une ou deux priorités qu'on aura identifiées d'économie circulaire. C'est aussi l'occasion pour nous d'apporter un kit de communication pour les entreprises sur le sujet. Et puis enfin, on a une approche de structuration qu'on souhaite apporter aussi aux PME en les aidant à monter des modèles d'affaires circulaires, en apportant des premiers éléments de faisabilité technique qui rendent possible le passage à l'action et à la mise en œuvre. Enfin, dernier pilier, il est fondamental, c'est celui de la mise en réseau qu'on espère apporter tout au long des 18 mois d'accompagnement à travers des ateliers et des rencontres professionnelles mensuelles qui permettent de partager les ressources utiles, de dialoguer, puis trouver ensemble des freins peut-être qu'on aurait eu seul pour investir, pour se lancer ou pour avoir suffisamment d'impact. Ça nous paraît important pour avoir ce renforcement des filières locales que de travailler sur cette dimension de collaboration. Merci pour ces précisions, Charlotte. Donc, je me permets de préciser que vous avez toutes ces informations qui sont sur le site internet lafabriquecirculaire.ch avec notamment les éléments liés à l'appel en candidature qu'on va annoncer tout à l'heure. Avant cela, la fabrique circulaire, ça concerne les PME. En préparant cette initiative, pour nous c'était extrêmement important qu'on puisse avoir un ancrage, que cette initiative soit pour et par les PME. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce réseau d'ambassadeurs pour nous aider à orienter le programme, mais aussi l'incarner. Et donc à ce propos-là, je vous propose maintenant un échange avec Sophie et Pierre-Alain pour justement discuter, comprendre en quoi ça pourrait faire sens pour une PME, quels sont les enjeux qui se cachent derrière. Donc Sophie, une première question. Tu es à la tête, ou en tout cas tu participes à différents conseils d'administration, tu es une entrepreneur. En quoi ce programme fait sens pour une PME finalement? Alors je pense qu'aujourd'hui, en 2021, elle fait plus de sens que jamais, alors qu'effectivement il y a déjà de nombreuses entreprises qui ont commencé à faire ça. Mais tout d'abord dire que quand on a été contacté, je crois que tous les ambassadeurs étaient d'accord là-dessus, c'est que c'était aussi pour nous extrêmement intéressant de se retrouver entre nous et de se rendre compte de qui finalement avait la même conscience de tout ça. Donc en fait, ce qui est important avec ce projet, c'est de se dire qu'il y a aujourd'hui une nouvelle manière d'envisager l'économie qui existe déjà depuis longtemps. Cet endroit existe depuis très longtemps. On a d'autres noms de sociétés qui font déjà de l'économie circulaire, mais qu'aujourd'hui on arrive à un moment où tout va changer. On parle du monde d'avant, du monde d'après. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais les choses changent, la manière de consommer change, la prise de conscience de l'environnement et de la durabilité change. Donc pour une PME aujourd'hui, ce programme a beaucoup de sens parce qu'on est un petit peu finalement, quand on est une PME, et j'en accompagne beaucoup, on est un peu perdu dans qu'est-ce qui va arriver demain, comment je fais pour mettre en adéquation
mon sens de l'éthique et de la responsabilité environnementale, mais plus largement de ma responsabilité sociale, comment je fais pour l'implanter dans, entre guillemets, ma petite PME, parce que c'est plus compliqué dans une PME. Donc ce programme, il permet d'encourager, de ne pas être tout seul, parce que quand on est entrepreneur à la tête d'une entreprise, on est tout seul souvent, et puis de ne pas avoir peur de se poser, parce qu'on se pose toujours la question de combien ça va coûter, comment je fais pour démarrer. Donc il y a tout cet encouragement, cet accompagnement paraît aujourd'hui essentiel. Ce programme est vraiment une excellente manière d'avoir une exemplarité pour encourager les autres et pour faire comprendre que oui, il y aura des obstacles financiers, des obstacles de temps, mais on va vers quelque chose d'autre, alors laissons-nous accompagner par. En plus, je trouvais que la présentation de Charlotte était très très claire sur ce qu'on peut faire, où on va, et c'est extrêmement important aujourd'hui d'être accompagné pour une PME qui a envie de s'inscrire dans la durabilité, mais qui a ses propres contraintes et des obstacles assez importants, surtout avec un avenir incertain aujourd'hui. Ouais. Donc du sens, énormément un réseau. De sens. Et puis des opportunités qui peuvent arriver, qu'il va falloir construire, qui ne vont pas tomber comme ça. Pierre-Alain, tu as la tête d'une PME. On parlait tout à l'heure en préparation justement de cette zone industrielle du Bois de Bée où il y a déjà des pratiques collaboratives entre entreprises. Il y a une annonce qui a été faite d'ailleurs la semaine passée avec un sentier didactique sur l'écologie industrielle. Pourquoi une entreprise comme Prelco, justement, est sensible à ces enjeux-là et en quoi, pour toi, responsable d'une entreprise, ce type d'initiative comme la fabrique circulaire fait du sens? Elle a du sens parce qu'elle s'inscrit dans une vision globale qu'on a dû épouser il y a déjà une vingtaine d'années. On a commencé avec des réflexions sur Agenda 21, sur Minergie, une association qui a plus de 20 ans aujourd'hui, à réfléchir à la manière dont on pouvait économiser les ressources naturelles, comment on pouvait, dans une zone industrielle, avoir des comportements un peu plus vertueux. Et puis, ces réflexions, on les a premièrement intégrées au sein de l'entreprise, parce que les ressources qu'on peut économiser, c'est à la fois un bénéfice pour la nature, mais c'est aussi un bénéfice pour l'entreprise. C'est des réductions de coûts, c'est une logique aussi participative sur la maîtrise de notre empreinte carbone. Et aujourd'hui, le marché est demandeur d'actes concluants, de preuves que ce qu'on fait, on le fait de manière raisonnable, raisonnée, et tout en conservant des performances qui sont nécessaires par rapport à la spécificité de nos métiers. Et puis, la zone industrielle du Bois de Bée est un écosystème industriel qui s'y prêtait bien. On a un voisin recycleur, on a un fournisseur de matériaux de sable et gravier qui est sur la même rue. Donc il y avait des réflexes naturels pour un industriel que de parler à ses fournisseurs partenaires pour voir s'il y avait des solutions. Mais ça restait finalement à un niveau relativement concret par rapport à notre maîtrise du sujet. Okay. Et puis il y a quelques années, on était sollicité par la Fondation des terres industrielles qui gère ce type de zone industrielle pour justement essayer de mettre en réseau et de faire participer tous les acteurs de la zone, y compris ceux qui ne sont pas dans nos filières professionnelles propres, pour voir ce qui pouvait éventuellement être mis en commun ou ce qui peut être mutualisé par rapport à des besoins, des services, mais aussi pour voir si ce que produisent les uns les autres n'avait pas peut-être une utilité pour quelqu'un qu'on n'avait pas forcément photographié, identifié dans un périmètre. Et puis la Fondation a eu la bonne idée de s'accompagner de vos compétences, donc de Sofies, et c'est là aussi où on s'est rendu compte qu'un voisin utilisait son énergie la nuit, alors que nous, on a besoin d'énergie le jour. Donc finalement, on n'a pas les mêmes pics de consommation, donc on arrive à trouver des idées qui sont en cours d'analyse, c'est complexe, c'est un long processus, mais qui permettent justement de se demander si on n'arrive pas finalement, avec la pose de panneaux photovoltaïques sur nos toitures, à pouvoir en bénéficier le jour, en faire profiter le voisin la nuit, et puis trouver comme ça des systèmes assez logiques. Nos matériaux, les redonner à quelqu'un dont le métier, c'est de les revaloriser pour qu'on puisse les réintégrer ensuite dans notre filière de fabrication. Tout ça avait un sens assez logique, et c'est assez naturellement finalement, quand vous m'avez sollicité dans le cadre de ce projet, que on faisait déjà un peu de fabrique circulaire, d'énergie, de réflexion autour de ceci, un peu sans le savoir, un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Et puis on s'est dit, oui, il y a du sens, parce qu'on est rentré, nous, dans ces réflexions il y a déjà passablement de temps, et puis il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas poursuivre ces réflexions avec d'autres.
Et c'est là où aussi, ça a été dit, mais il y a à la fois, je pense, la valeur d'exemplarité, parce qu'on a besoin d'améliorer nos process, et puis d'avoir aussi un discours vis-à-vis de la population qui soit cohérent par rapport à des attentes du moment et qui sont légitimes et qu'on partage, comme on ne le ferait pas. Il y a aussi des cohérences sur l'engagement social ou même économique de nos analyses, mais il y a aussi ce besoin d'être accompagné parce qu'on n'a pas cette capacité, nous, d'avoir identifié toute la cartographie industrielle de Genève. On est pris, comme l'a dit Sophie, dans nos métiers, dans nos priorités, avec des échéances, des rythmes qui sont assez soutenus, et on n'a pas toujours le temps de voir ce qui se passe ailleurs et de se nourrir des expériences d'autrui. Donc l'accompagnement par des experts, par des conseillers qui permettent justement d'identifier des besoins, des ressources, des réseaux, des flux qui peuvent nous intéresser est la bienvenue. Après, fondamentalement, le résultat de l'opération sera jugé à la concrétisation de ces projets, mais sur le fond, l'idée en tout cas, c'est de mettre à profit les bonnes expériences, les bonnes pratiques, mettre sur la table les besoins des uns, les difficultés des autres, de façon à voir s'il n'y a pas des solutions collectives à trouver. Ouais. Merci. Tu as justement témoigné avec cette casquette d'entrepreneur d'une entreprise dans la construction. La zone industrielle du Bois de Baie est connue aussi à travers cette filière-là. On a d'autres filières qui sont visées dans ce programme, justement pour avoir un peu cette dimension d'écosystème que tu as citée. En quoi, finalement, ces autres secteurs peuvent aussi représenter une opportunité pour toi, acteur de la construction? Comment est-ce que tu t'intègres dans cette réflexion? C'est déjà pas facile de mettre en œuvre des projets à l'interne, alors échanger avec ses voisins du même secteur à la limite, mais avec des entreprises qui n'ont rien à voir avec mon secteur d'activité, qu'est-ce que ça inspire? Quel est un peu ton... Je crois qu'il n'y a pas de limite. On est tous acteurs d'une collectivité. On est tous présents. On a tous à avoir un comportement citoyen par rapport à notre rôle dans la société. Ça va de l'engagement personnel à la réflexion sur le déplacement de ceux-ci dans un site donné. Donc, on a des voisins transporteurs, on a des voisins marchands de pneus, on a des voisins producteurs d'énergie. Ils ne font pas le même métier que nous, mais c'est bon de se connaître et puis d'apprendre en tout cas à se connaître, savoir ce qu'on peut faire ensemble. Je dirais, en plus, je pense que c'est intéressant de l'expérimenter sur un territoire circonscrit, comme une zone industrielle, mais je pense que Genève est suffisamment grand et petit à la fois pour qu'on puisse raisonner de manière un peu plus large qu'une seule zone industrielle. Donc là, ça fait du sens d'aller rencontrer nos voisins de la Praille, de voir aussi ceux de la Palanterie ou de Mérin-Satigny. Il n'y a pas de limite à finalement chercher des solutions locales, parce qu'on peut rajouter quelques centaines de kilomètres sans forcément avoir inversé tout le processus. Oui. Donc après, je dirais, à commencer par les métiers de la construction, c'est là où je suis le plus à l'aise, parce que c'est mon domaine, et en plus un engagement associatif qui permet de diffuser l'information assez facilement, à la tête d'une fédération qui compte plus de 1400 entreprises. Et sur ces 1400 entreprises, il faut être bien conscient qu'il y a plus de 85% qui sont des toutes petites PME de moins de 10 collaborateurs, où l'administration se résume à peu de choses. Un patron artisan aidé par son épouse le week-end pour faire la comptabilité. Donc leur capacité à avoir une veille stratégique, à savoir ce qui se passe sur le plan légal, à connaître justement les possibilités offertes par différents types de services ou autres, leur est plus difficile d'accès qu'un grand groupe organisé, structuré, qu'un département recherche et développement ou QSE ou SG ou que sais-je. Donc forcément, l'accompagnement qui est proposé peut donner un élan, servir de tremplin pour que ces gens puissent aussi y participer. Puis peut-être une réflexion qu'on pourra avoir au travers de cette expérience, c'est de se demander comment on peut mutualiser, parce que peut-être qu'une petite entreprise de 3-4 collaborateurs a de la peine à adhérer au programme seule. Par contre, elle se retrouvera peut-être plus à l'aise avec 5, 6, 8, 10 au sein d'une même association, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes problématiques au quotidien et qui, regroupés, recherchent finalement le même type de solution. Donc on pourrait aussi imaginer des agrégations, et là où, par rapport à des métiers sur lesquels, dans le second œuvre par exemple, dans les installations techniques, qui ont peut-être été moins impactées depuis une vingtaine d'années sur ce type de réflexion que ne le sont les entreprises du gros œuvre, qui notamment mettent en œuvre du béton, des problématiques de décharge, toute une série de sujets qui sont bien connus, qui sont aujourd'hui assez bien identifiés, et pour lesquels les filières se mettent en place progressivement, beaucoup trop lentement, mais malgré tout sont identifiés et se mettent en place. Dans d'autres métiers, on est aux prémices, on
balbutiement, là, il y a certainement un modèle à trouver. Et ça, ça s'accompagne aussi par les fournisseurs, par les recycleurs, par d'autres métiers qui sont périphériques, qui sont en dehors du giron de l'industrie de la construction, mais qui sont en lien direct, producteurs d'énergie ou services. On a aussi besoin de conseillers, d'experts comptables, de gens pour des gestions de ressources humaines qui ont à agir au sein des entreprises de manière directe ou indirecte. Donc on parle de sens, de motivation, de capacité à investir du temps, de passage à l'échelle finalement, de collaboration. On n'a pas encore abordé la question qui est aussi centrale, c'est la question du financement. À travers ce programme, on propose justement un accompagnement aussi financier pour justement alléger la démarche. Toutefois, on jugera sur pièce, c'est ce que tu dis. Cette pièce, elle va nécessiter un investissement plus ou moins important en fonction qu'on parle d'une infrastructure, qu'on parle d'une réorientation du modèle d'affaires, un changement de chaîne de production. C'est des investissements qui peuvent être conséquents, d'autant plus pour une petite entreprise. Quels sont, Sophie, les leviers que tu entrevois, les perspectives pour justement financer cette transition vers l'économie circulaire pour des PME? Je pense que c'est une question vraiment majeure parce que j'ai aujourd'hui, en tout cas dans toutes les réflexions qu'on a eues ces derniers jours ou derniers mois, la conviction que le temps, quand ça a du sens pour nous, quand un entrepreneur veut aller dans une démarche qui a du sens éthique et où il est convaincu, il va le trouver, le temps. Alors, il y en a peu, mais je pense qu'il va le trouver. Mais ta question est essentielle parce que le financement, là, ça devient plus compliqué. Je rappelle qu'on est dans une... Alors, évidemment, je représente aussi des métiers comme le tourisme, le service, la restauration qui sont durement touchés, l'agroalimentaire. On entendait ce matin parler des vignerons malaisans, les Genevois vivent la même chose. On entre dans une période où je pense que nous n'avons pas encore vraiment compris ce qui va se passer. Je pense qu'il va se passer des choses assez tristes et assez graves que nous devrons gérer. Donc effectivement que la question de financement, elle est encore plus essentielle aujourd'hui quand on part dans une démarche où on sait, et c'est ce dont parlait Pierre-Alain, on a besoin d'avoir concrètement, quand on est un entrepreneur, une vision sur ce que ça va nous coûter, parce que finalement, quand on est 3, 10 ou 200 ou 2000, à la fin, on paye des salaires, on paye beaucoup de charges, et ces charges, il faut pouvoir les payer. Alors, le financement aujourd'hui dans ce projet, alors déjà, cet exemplaire, déjà, au départ, parce qu'il y a un fonds derrière, avec un fonds, donc derrière une entreprise dont je ne citerai pas le nom, mais que je connais très bien, qui permet effectivement de soutenir cette démarche. Donc ça me paraît déjà essentiel, c'est la preuve qu'il y a autour, et on le sait à Genève de manière assez claire, qu'il y a des fondations qui sont là, et donc il faudra trouver à travers ces fondations le soutien, donc expliquer, c'est des fondations qui sont déjà convaincues que l'économie circulaire ou l'économie vertueuse, j'aime beaucoup aussi ce nom, ou l'économie intégrative, parce que finalement ça va encore plus loin si on parle d'intégration, et l'économie, la nouvelle, la future économie, elle a besoin de soutien financier. Donc il y a des fondations, parce qu'il faut que les entreprises qui auront envie de mettre en place certaines choses, elles trouvent des moyens financiers intéressants. Après, il y a le système bancaire. Alors, on en parlait tout à l'heure, le système bancaire suisse est régulé de manière... Mais je pense que si on n'est pas dans le système bancaire, on ne se rend même pas compte de la manière dont il est régulé. C'est extrêmement important. Et grâce à cette régulation, la Suisse est ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Et ça, c'est important. Mais le système va évoluer. Donc, il y a quelque chose sans doute à faire avec les institutions bancaires, avec l'avenir de la place financière, qui fait déjà ce travail. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, au contraire, mais qui va développer cette dimension-là. Puis après, en finalité, il n'y a pas de hiérarchie dans les financements que je vous nomme là. Il y a les autorités qui auront effectivement aussi un rôle essentiel à jouer dans cet accompagnement. Et moi, je vois encore plus les autorités. Alors, il y a le reste de l'économie, quand je parle des fondations, des fonds privés, des instituts bancaires, là, c'est l'économie. Et puis après, il y a les autorités. Et je pense que l'autorité, on l'a constaté en 2020 avec ces fermetures et en 2021 avec ces décisions d'autorité suprême, comme je les appelle, les souverains. Eux ont un rôle encore plus que jamais, vu qu'ils détiennent cette autorité et qu'ils ont pu faire ça. Donc on attendra aussi que l'État puisse montrer aux entreprises comment ils vont pouvoir s'entraider, parce qu'il y a des charges à payer, des taxes, il y a des impôts, et comment on fait justement pour aider ces entreprises. Je pense que là, quand on aura eu ces 20 entreprises qui auront concrètement un plan d'action, parce que c'est ça dont on a besoin,
C'est des actions concrètes et comprendre concrètement. J'accompagne plusieurs entreprises aujourd'hui dans le domaine des ressources humaines qui sont dans l'économie intégrative et je les vois financièrement à quel point chacune de leurs décisions est extrêmement cruciale pour la survie de l'entreprise. Donc le financement sera crucial et on verra sur les plans d'action où aller chercher les fonds dont les entreprises ont besoin pour un soutien, pour un départ de nouvelles réflexions et de nouvelles stratégies plus durables. Comment tu appréhendes à travers cette dimension justement financière la question de la prise de risque? J'ai entendu de nombreuses fois, justement, voilà, je peux continuer mon processus comme ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, de changer, ça représente un risque financier et on parle du changement. Donc, comment intégrer ce changement dans une PME? Comment est-ce que tu vois avec ton expérience ce parcours-là dans l'entreprise? Donc, à la fois, moi, responsable d'une entreprise, il faut que je prenne le risque vis-à-vis du financement, vis-à-vis des collaborateurs que je vais devoir embarquer, que je vais devoir convaincre peut-être aussi de changer pour quelque chose qui fait davantage sens et qui à la fin va être intéressant pour ma PME. Alors j'aurais tendance à dire que malheureusement, c'est pas en 2021 qu'on a envie de prendre le plus de risques, parce qu'on est quand même un tout petit peu dans l'incertitude. La seule solution, enfin en tout cas la seule que je vois concrètement au quotidien, c'est encore une fois on revient à l'accompagnement et je mets le réseau dans l'accompagnement. Il y a vraiment une notion d'accompagnement parce que l'entrepreneur il ne peut pas rester seul avec ce risque justement. Donc il y a un accompagnement qui est plus, pardonnez-moi l'expression, mais émotionnel, donc de l'ordre de l'échange, de l'ordre de la confiance qu'il peut avoir, des bonnes pratiques qu'on peut aller chercher à l'extérieur. Donc ça c'est le réseau. Moi je disais tout à l'heure que vos 20 entreprises, j'espère, et avec toutes celles qui font déjà aujourd'hui de l'économie circulaire, elles puissent faire une sorte, vous savez, les grandes écoles comme l'école hôtelière, il y a les alumni, et puis au fur et à mesure des années on se retrouve, puis on sait qui appeler, et puis lui il a vécu ça, c'était dur. Je pense que tout cet échange, il existe déjà des réseaux pour ça. Oui. Puis après il y a l'accompagnement financier, parce que quand vous prenez un risque, on peut vous mettre la tête sur l'épaule de quelqu'un et puis se tenir la main, ça c'est très sympa, c'est bien, c'est important, mais l'argent reste, et l'argent en revient à comment on va pouvoir accompagner. Mais Pierre-Alain complétera. Volontiers. Ouais. Je partage tout ce que tu as dit, bien évidemment, mais c'est aussi de se souvenir que l'entrepreneur prend des risques au quotidien. Il n'a pas attendu une crise sanitaire ou une réflexion sur la transition écologique pour considérer son modèle d'affaires. Et depuis toute éternité, il faut trouver sa place dans un écosystème. On donnait l'exemple d'une zone industrielle, mais l'écosystème, il est aussi économique. Il faut trouver son client, il faut trouver un produit ou un service qui réponde à un besoin du marché. Ça, c'est permanent. Et ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, pour l'entrepreneur qui doit faire cet effort, ou qui doit trouver les ressources financières pour faire ce pas, c'est que ça va devenir indispensable. Il y a une exigence de société aujourd'hui d'évoluer vers un modèle différent. Donc on va devoir continuer à servir la population, on va devoir continuer à l'héberger, mais si on a une certitude aujourd'hui dans nos métiers, c'est qu'on ne le fera pas comme on l'a fait ces 50 dernières années. On va devoir le faire autrement et il va falloir financer cette transition. On va avoir besoin d'entreprises qui ont une économie saine, pour pouvoir justement financer cette transition écologique, pour trouver leur place dans ce modèle d'affaires qui est le leur, et puis pour assurer des salaires, des charges, un futur pour ses collaborateurs. Il va falloir soutenir la prévoyance professionnelle. C'est des coûts phénoménaux qui s'offrent à nous. Il va falloir résoudre la quadrature du cercle en étant à la fois plus vertueux sur l'empreinte carbone de nos actes, mais aussi en assurant notre rôle économique et social, en payant l'impôt, en finançant les services, et ce que légitimement attend la population. Donc c'est pas l'un ou l'autre, ça va être l'un et l'autre, et on n'a pas le choix. On est au pied du mur et on va devoir faire cet effort et trouver des solutions. Donc, pour les entreprises qui sont un peu réticentes, et je l'entends, c'est pas facile, il faut se projeter dans un avenir incertain, sur une crise assez complexe, mais c'est indispensable. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, un peu moins de temps, ça dépend de la réceptivité, de la sensibilité des acteurs, mais le mouvement est lancé et puis il ne reviendra pas en arrière. Donc on doit justement accompagner ceux qui n'ont peut-être pas tout à fait intégré encore aujourd'hui dans leur modèle, pour les rassurer sur le fait que c'est une évolution normale et naturelle qui va nous obliger à un certain nombre de décisions, pas toujours faciles, mais absolument indispensables. Et si on ne prend pas ce train-là, on risque d'être éjecté en cours de route, puis là, de vivre des moments beaucoup plus douloureux. Donc
ton message, c'est qu'en fait, c'est une nécessité et que c'est dans l'ADN aussi de l'entrepreneur de prendre ces risques et que le risque dont on parle aujourd'hui fait partie d'un chemin qui est déjà bien... On a une évidence face à nous et aucun pays aujourd'hui ne prétend le contraire. Accord de Paris 2050, zéro carbone. La question maintenant, elle est le comment. Et il nous reste peu de temps pour y arriver, donc on a des jalons, on a des efforts à faire dans tous les secteurs, mais on a tous à balayer devant notre porte. Et les milieux économiques et les entrepreneurs que nous représentons ici, Sophie et moi, aussi. On n'est pas hors sol, on est dans le tissu et puis on va devoir trouver des solutions ensemble. Ouais. Et c'est là où on a besoin d'accompagnement. Je suis d'accord avec ce que tu disais. On a besoin de tous, des services, des financiers, des autorités, mais c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est pas les uns contre les autres, c'est pas avec des dictats, c'est dans la concertation, c'est dans la recherche de solutions, c'est en laissant du temps là où c'est possible, un peu moins là où on peut aller un peu plus vite, mais avec des jalons, avec des outils de mesure, avec ce qu'il va falloir inventer pour qu'on y arrive réellement et pas simplement dans le verbe. Mais on a de gros défis à relever ensemble et on y est. Moi, j'ajouterais encore un point essentiel, c'est une dimension qu'on n'a pas encore abordée, ou en tout cas Pierre-Alain vient d'en parler légèrement, c'est le client. Ouais. Parce que j'entends la responsabilité, mais pour moi tout ça c'est une co-responsabilité. Alors l'entrepreneur sait prendre des risques, mais le client final va devoir être conscient, et c'est le cas aujourd'hui pour l'économie intégrative et puis surtout dans l'agroalimentaire, pourquoi le prix qu'il va payer est plus conséquent qu'un autre prix. Et on peut parler d'Amazon, on peut citer tous ces gros monstres qu'on a bien vus ces derniers mois. On va devoir, nous aussi, et je dis nous, les autorités, les entrepreneurs, surtout les milieux associatifs, expliquer ou trouver une solution pour que le client, lui aussi, prenne sa propre responsabilité et qu'il aille plutôt consommer dans l'économie, enfin en tout cas les gens qui sont des bons exemples d'économie circulaire, parce que oui, effectivement, et je pense qu'il va falloir, une fois qu'on pose les choses clairement, ça va coûter plus cher, étant donné que ça coûte plus cher à la base pour les entreprises. Donc à l'heure du salaire minimum, de toutes les autres contraintes qu'il y a, de toute la décence et l'éthique, le client doit prendre aussi ses responsabilités. C'est ça qui est intéressant dans ces principes d'économie vertueuse, c'est que c'est une co-responsabilité à tous les niveaux, et ce serait intéressant que vraiment que ce soit quelque chose qui soit porté par tous. Merci Pierre-Alain et Sophie pour ce premier échange. Maintenant, je suis une PME, je suis basé à Genève, ce programme m'intéresse. Comment est-ce que je m'y prends? Charlotte, est-ce que tu peux peut-être nous préciser exactement maintenant quelles sont les dates, les échéances et les moyens pour y participer? Oui, la Fabrique circulaire, elle fonctionne par appel à candidature. Et donc ce jour de lancement officiel de la Fabrique circulaire, c'est aussi le jour de l'ouverture de l'appel à candidature. Donc pour participer, il faut remplir en ligne sur le site de lafabriquecirculaire.ch du 3 au 30 juin un formulaire qui permet à chaque PME de dire sa motivation et de se porter candidate au programme. Le processus ensuite se poursuit avec une sélection par un jury indépendant et une annonce des lauréats début juillet, le 8 juillet, dans l'idée au fil de l'été, formaliser un engagement réciproque entre la Fabrique circulaire et les PME lauréates, et puis établir le plan de travail qui va ensuite guider l'accompagnement. Et puis la rentrée, le début de l'accompagnement en tant que tel serait ainsi possible dès septembre. Donc c'est vraiment surtout en ligne, principalement en ligne, sur le site de lafabriquecirculaire.ch. Et puis il y a aussi une adresse info@lafabriquecirculaire.ch où on sera ravis, enthousiastes de répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. Oui, excellent, merci beaucoup. Je suis une PME de Genève, encore une fois. Qu'est-ce qui me garantit que j'aurai accès à cet accompagnement? Tu as cité 20 PME, pourquoi pas 50, pourquoi pas 5? Question piège. Question piège. On l'a dimensionné ainsi, ce programme, à titre de pilote, et on s'est dit qu'on posait les valises de la Fabrique circulaire d'abord à Genève. Donc c'est ainsi avec le soutien de la fondation Fonds Pionnier Migros qu'on peut lancer cette expérience à l'échelle de 20 PME. L'objectif, c'est pas de s'arrêter là. On aimerait qu'effectivement, avec ces notions d'exemplarité, cette ambition qu'on a là, c'est de trouver une manière d'aller plus loin, et que demain, dans de futures saisons de la Fabrique circulaire, on puisse étendre l'accompagnement à d'autres PME ou à d'autres cantons de Suisse romande,
Mais ça, la suite au prochain épisode, et puis dans des modalités qui sont aujourd'hui à inventer ensemble. Et donc on va co-construire. Donc aujourd'hui, on est bien incapable de vous donner une cible exacte des résultats acquis dans 1 année et demie. On va le développer avec les entreprises. On va découvrir des choses. Le chemin ne va pas se faire de manière linéaire. Toutefois, on a une question en ligne et je vous propose justement d'ouvrir maintenant le temps pour un échange avec les personnes qui sont en ligne ou dans la salle ou entre nous. Donc maintenant, on a 10 minutes pour aborder certains points. Une première question de Sarah Christine qui demande mais comment est-ce qu'on va mesurer l'impact, en l'occurrence de l'accompagnement, après 18 mois? Qu'est-ce qui fait qu'après 18 mois, on va être capable de monitorer finalement les résultats de ce programme? Je te pose à toi la question, Charlotte, par rapport au programme. Et je serais curieux d'avoir un retour en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que j'arrive à me projeter finalement dans 18 mois? Alors du côté de la fabrique circulaire, nous on apporte un ensemble de méthodes et de ressources. Et il y a une partie de diagnostic et de mise au point des indicateurs de circularité. L'idée, c'est au fur et à mesure, quand on construit les solutions d'économie circulaire avec les PME lauréates, c'est de leur donner aussi tout un ensemble de clés pour pouvoir passer à l'action. Et passer à l'action, c'est oui, un plan financier, oui, des éléments de faisabilité juridique, technique, mais c'est aussi des instruments de monitoring. Et cette notion de mettre en place des ressources et de les transmettre aux PME pour qu'elles puissent ensuite monitorer et évaluer leur action dans la durée, c'est quelque chose qu'on fera. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, le monitoring et l'évaluation, c'est un exercice qu'on doit renouveler, donc on espère servir de tremplin aussi vers l'opérationnel. Et puis après, c'est une vie d'entrepreneur et de PME qui vit et qui est dynamique dans ces modèles d'impact et ces offres vis-à-vis de ses clients. Par essence, un entrepreneur est pragmatique, n'est-ce pas Pierre-Alain? Je confirme. Donc je pense que le monitoring, il se fait sur la base et grâce à cet accompagnement qui est essentiel en termes de plan d'action, parce qu'on peut parler de concept, on peut parler de concept toute la journée, mais on n'aura pas de résultats. Donc je pense que c'est le plan d'action qui peut être ce monitoring de manière assez pragmatique. Oui, je dirais que le modèle qui est présenté, on doit construire un résultat, arriver à un résultat, puis avant, pour le dire autrement, on doit construire la boîte à outils qui nous permet d'aller vers cette ambition et peut-être aussi de créer des outils de monitoring qui sont pertinents par type d'activité. Oui. Ça va dépendre si on s'intéresse à l'énergie, à la gestion de ressources, à la recyclabilité, revalorisation dans un certain nombre de filières. Ça peut être aussi sur le plan social, sur d'autres dimensions où on aura trouvé des améliorations. Donc le plus intéressant, c'est de nous aider à faire un screening, une photographie de la situation de l'entreprise au jour du départ, de travailler effectivement pendant toute la période à la recherche de solutions, d'amélioration, d'opportunités aussi pour elle de remettre en cause certaines de ces procédures. Et puis à la fin, essayer de refaire une même photographie, de voir ce qui a été amélioré, pas amélioré. Et ce sera peut-être dans plusieurs exercices qu'on aura une vision plus claire de là où il faut aller, comment il faut aller, puis on aura peut-être fait de mauvaises expériences au cours de ces premiers 18 mois, dont on pourra tirer les conséquences pour le prochain départ, pour la suite, des entreprises qui viendront s'ajouter, s'agréger à cette dimension. Donc c'est à la fois un exercice individuel, c'est-à-dire dans mon entreprise, dans ma PME, quelles sont les optimisations, les processus, la photographie que je peux faire pour évaluer et dimensionner un changement, et c'est également un exercice justement en réseau pour pouvoir s'inspirer, peut-être monter des contractings mutualisés, etc. Là on se projette maintenant dans 18 mois, quel est le facteur clé de succès, Sophie, d'après toi, pour ce programme et pour une PME en particulier? Qu'est-ce qui fait que dans 18 mois, le programme a été un succès? Comment vous mettre la pression? Alors, avec plaisir, on est là pour ça. Je pense que déjà que les 20 entreprises sont arrivées, ça ne garde rien, mais vous allez avoir 20 entreprises qui seront sélectionnées, qu'elles arrivent au bout du chemin. Ça me paraît en tout cas, à mon sens, un facteur clé de succès, avec un plan d'action. Après, jusqu'où ira-t-il? Ce sera à nous de voir les moyens qu'on peut s'offrir, parce que c'est un beau projet, donc comment le continuer? Et puis moi, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'un des facteurs clés de succès, ce sera cette espèce de réseau de la fabrique circulaire qui pourra être créé
et qui perdurerait. Donc là, je vais peut-être un peu plus loin que les 18 mois, mais pour moi, c'est les 2 points essentiels parce que finalement, c'est très ambitieux comme projet. Et donc, ce réseau, comment a-t-il été pendant ces 18 mois animé et comment fait-il pour continuer? Et puis, facteur clé de succès, ce serait que vous retrouviez des fonds dans 18 mois pour, comme le disait tout à l'heure Charlotte, je pense que je me permets là de dire à quel point moi je suis plutôt une femme qui croit en la Suisse et la Suisse romande de manière globale. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui font aussi ça en Suisse romande. Donc ce que tu disais tout à l'heure Charlotte sur élargir cet accompagnement plus largement en Suisse romande, ça je trouverais que ce serait une magnifique réussite. Ouais. On prend note. Ah, merci. Et on en reparlera dans 18 mois. Pierre-Alain, de ton côté, encore une fois avec ton rôle de responsable de On a PME. dit qu'un entrepreneur était quelqu'un de concret, donc c'est la concrétisation qui va être l'aune du résultat à juger. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver pour les différentes filières des outils de mesure qui vont nous dire qu'on a progressé. Le réseau donne de l'inspiration, donne de l'exemple, donne des opportunités de contracting, certes, oui. Mais c'est à l'entreprise de l'intégrer dans ses process et puis d'en faire quelque chose. Donc ce sera sur, je prends une filière par exemple, comme l'industrie du béton, que je connais bien, ce sera sur le volume de matériaux recyclés qui ont été mis en œuvre. Il va falloir réussir dans 2 ans, être meilleur qu'aujourd'hui. Ouais. Ce sera sur la revalorisation de certaines filières, ce sera sur des produits d'innovation qui auront une empreinte carbone plus faible, ce sera peut-être sur des solutions innovantes pour le personnel, dans le cadre de réseaux de mobilité ou de partage de ressources. Quel que soit le résultat, et même s'il peut être modeste d'apparence, il va falloir qu'on ait progressé sur un certain nombre de chaînes de valeur, et on pourra le faire grâce au soutien et à l'aide et à l'accompagnement des sachants qui doivent justement aider l'entrepreneur qui n'a pas le temps au quotidien de se préoccuper que de cet aspect des choses dans la gestion de son entreprise. Et comment est-ce que tu réponds ou comment est-ce que tu argumentes quand tu es face à une PME qui dit mais écoute, voilà, on sort enfin de la crise. Éventuellement, il y a des traces qui sont restées, donc comme tu le dis, voilà, prendre un risque, c'est certes courant, toutefois on est dans une situation qui est particulière, premièrement. Mettre 5 000 francs maintenant, c'est compliqué pour moi. En plus, j'ai pas le temps. Si tu devais convaincre une PME par rapport à ce constat-là, quel serait ton message? Sophie l'a bien expliqué. On ne peut pas forcer quelqu'un qui n'en a pas les moyens à dépenser de l'argent dont il ne dispose pas. Par contre, on doit être à l'écoute de ses préoccupations et je crois qu'on doit être en capacité de l'aider malgré ses difficultés financières. D'où peut-être la question d'avoir un réseau à l'intérieur du réseau et de mutualiser un certain nombre de problématiques. Je donnais l'exemple des toutes petites entreprises qui auront de la difficulté à trouver ces 5 000 francs. Par contre, peut-être que 5 ou 10 petites entreprises sur le même modèle d'affaires pourraient se regrouper et créer une unité qui correspond à une entreprise au titre du programme qui se met en œuvre. Et c'est peut-être une façon de les aider à adhérer au sujet. Oui. Mais l'argent est le nerf de la guerre et peut-être que sur ces 20 entreprises qui seraient accompagnées, peut-être qu'elles n'ont pas toutes le même vécu, toute la même capacité financière, parce qu'il faudrait peut-être avoir une méthode aussi être agile à ce qui puisse être adaptée à chaque situation. Peut-être demander un petit effort supplémentaire à certains et puis justement faciliter l'accès à d'autres. Je crois que tout doit être ouvert et possible de discussion. Une entreprise de 200 collaborateurs n'a pas les mêmes réalités économiques qu'une entreprise de quelques-uns. Et après, tu poses la question, mais je crois que par secteur, ça a été aussi dit très clairement avant, je crois qu'il y a des secteurs qui sortent de manière très affaiblie de cette crise. Pour lesquels il va falloir être très compréhensif. Puis là, peut-être des solutions d'accompagnement ou d'autres types de subventions peuvent peut-être trouver pour les accompagner dans le cadre des plans de relance qui sont d'ailleurs décidés et que l'on vote et qu'on soutient en permanence dans les milieux économiques. Par contre, il y en a d'autres qui ont été peu entravés, il y en a même qui ont peut-être bénéficié, puis pour lesquels la réflexion doit être un peu nuancée. Ok. Sophie, un complément par rapport à ça, ou comment est-ce que toi pour réagir sur ce que dit Pierre, pour juste compléter, je pense que du coup on vous renvoie un petit peu la balle en disant que vous donniez les dates qui sont jusqu'à la fin du mois de juin. Peut-être que vous allez constater qu'il faut revoir un petit peu le modèle pour que ces 20 entreprises soient présentes et peut-être quelques groupes, peut-être d'autres financements pour ces fameux 5 000 francs. Vous verrez aussi vous avec le retour du marché, comme on l'appelle dans notre activité. Oui, tout à fait. Merci. Vous pouvez compter sur les ambassadeurs pour vous aider dans cette démarche. Absolument. Merci, tu me tends la perche. Donc je reviens là-dessus. C'est vrai que ce programme-là, on l'a voulu pour et par les PME. Et donc à ce niveau-là, on a justement
un réseau d'ambassadeurs. Et pour nous, c'est vraiment, je me repose la question, mais de notre côté, le facteur clé de succès, c'est d'avoir 20 entreprises qui embarquent. On va ensuite faire en sorte que le chemin et le parcours se fassent de manière commune, de manière agile, et puis essayer justement d'avoir des opportunités à la fin qui sont concrètes. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir pu partager ce premier échange. On n'a pas d'autres questions en ligne à ce moment-là. Encore une fois, tout est sur le site lafabriquecirculaire.ch. Merci Charlotte de nous avoir donné ces précisions dans le cadre de ce programme. Merci beaucoup Pierre-Alain pour ton implication et puis ton témoignage ce matin. Merci également Sophie pour ce message et puis ton rôle aussi finalement dans la fabrique circulaire. C'est pour nous une vraie opportunité. Donc, on arrive maintenant à la dernière partie de cet événement. Et pour ce faire, j'ai vraiment la chance et l'honneur de pouvoir accueillir avec nous la conseillère d'État, Madame Fabienne Fischer, responsable du département d'économie et de l'emploi, pour nous faire un discours de clôture. Je devrais plutôt dire un discours de lancement du programme de la fabrique circulaire. Merci de votre présence. Je vous passe la parole. Merci de votre invitation, merci du projet que vous présentez aujourd'hui. En effet, je souhaite que ce projet ne soit finalement qu'un début, qu'une première étape dans un processus qui devrait se généraliser dans toutes les entreprises finalement du tissu économique genevois. Un chiffre qui m'a récemment frappé, en Suisse, 13% de ce que nous produisons est fabriqué à partir de matières réutilisées ou recyclées. C'est évidemment totalement insuffisant et c'est un gâchis autant sur le plan environnemental que sur le plan de la perte de valeur économique que cela représente. Le projet que vous proposez aujourd'hui avec la fabrique circulaire correspond vraiment très bien à ce qu'il me semble nécessaire de proposer aujourd'hui aux entreprises genevoises, c'est-à-dire un moyen concret et, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vraiment fondé sur beaucoup de pragmatisme pour répondre aux besoins des entreprises. Il me semble que c'est indispensable que les entreprises arrivent à s'approprier les objectifs climatiques, notamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les objectifs que le Conseil d'État a présentés hier avec son nouveau plan climat. Et s'approprier ces objectifs, ça veut dire contribuer concrètement, faire sa part de cette réduction, chacun dans son secteur, dans son activité. Mais pour cela, on sait, et vous l'avez redit, je crois tous les deux, qu'il faut du temps, des compétences et des ressources financières qui permettent de réaliser tout ça. Le projet que vous proposez, je pense, est un magnifique point de départ de ce processus qui permettra d'acquérir de l'expérience, de comprendre aussi quels sont concrètement les besoins des entreprises sur le terrain. Et j'espère vivement que nous pourrons, dans la foulée de la réalisation de votre projet, enchaîner avec de nouveaux projets de même type qui pourraient être soutenus par mon département, par l'État, de manière à faire tache d'huile en quelque sorte et à ce qu'un nombre toujours plus important d'entreprises puissent participer à une démarche de ce type et surtout participer à l'atteinte des objectifs climatiques que Genève s'est fixés. J'appelle concrètement les entreprises qui aujourd'hui le peuvent et le souhaitent à présenter leur candidature pour participer à ce projet. Celles qui ne pourraient pas le faire aujourd'hui, eh bien j'espère et j'entends œuvrer à ce qu'il y ait d'autres opportunités de le faire dans des étapes ultérieures. Et merci et bravo pour ce projet que vous portez. Merci à vous. Les félicitations, je les prendrai dans 1 année et demie, quand le programme aura touché en tout cas à sa fin, cette première étape. Donc, je crois qu'on peut maintenant dire que la fabrique circulaire est lancée. L'appel à candidature est ouvert. Je me réjouis beaucoup de vous revoir dans 18 mois et j'espère avant, justement dans le cadre du processus de la fabrique circulaire, pour mener à bien cet enjeu qui est absolument primordial et dans le cadre duquel les PME ont vraiment un rôle et une opportunité pour participer à ce changement. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement en ligne et également en présence. Et je me réjouis surtout d'un prochain événement qui puisse faire complètement en présentiel, notamment avec les PME. On sent que le réseau, que le contact est absolument essentiel aussi pour définir et identifier les opportunités. Donc je vous remercie à tous pour cette participation. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et vous dis à tout bientôt. Merci à tous.